La politique s'invite à l'entame de cette édition. L'éditorial de cette semaine est consacré à la réunion des responsables du ministère de la Santé publique et de la Prévention, présidée par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a frappé du poing sur la table. Désormais, il ne se fiera plus aux faux rapports des ministres et leurs collaborateurs. Cet éditorial porte l'estampille de l'Algim Narcisse Bainadzi. Lors de la rencontre la semaine dernière avec les responsables du ministère de la Santé publique et de la Prévention, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est rendu compte qu'on l'a toujours grugé en lui présentant un rapport tronqué et truffé de mensonges. Ce document présenté à l'occasion de cette réunion montre que le ministère de la Santé publique et de la Prévention a réussi à 80% de ses activités annuelles, ce qui a provoqué la colère du chef de l'État qui a promis qu'il ne sera jamais convaincu de ce genre de rapport cousu avec du fil blanc. Désormais, lui-même, il se rendra de temps en temps sur le terrain pour se rendre à l'évidence de ce qui se passe. Parole du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a fait trembler tous les détourneurs des deniers publics du ministère de la Santé publique et de la Prévention, nombreux dans la salle. Ce département ministériel a été toujours une vache à lait de Kidam, puisqu'il gère plusieurs projets. Des centaines de millions de francs CFA, des partenaires au développement prennent souvent des destinations inconnues. C'est ainsi que plusieurs responsables ont été pris la main dans le sac lors du passage de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Les mises en cause ont été suspendues en cascade et pour sauver leur peau, ils avaient juré la main sur le cœur, sinon ils avaient pris des engagements fermes pour rembourser en douce ce qu'ils ont volé dans les différents projets. Mais certains ont à peine commencé à restituer qu'ils ont été remis en selle par une main occulte. Aujourd'hui, ils vaquent normalement à leurs activités comme si de rien n'était, ce qui avait suscité une vague d'indignation au sein même du ministère et du syndicat des travailleurs, des agents de la santé et des affaires sociales. Beaucoup d'observateurs et autres cadres attendent impatiemment du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, des mesures de représailles contre ces prébendiers de la pire espèce qui ont pillé l'argent de partenaires au développement qui accompagnent le Tchad dans sa quête du bien-être de sa population. Que tôt ou tard, le pays payera. Les menteurs, les flagorneurs et les larbins de tout acabit et de tout poil qui tournent autour du chef de l'État et de son pouvoir pour le gaver des fiches mensongères doivent être dégagés. Fort de leur proximité, ils distillent des faux documents pour tromper le président de la République afin de couvrir certains de leurs protégés qui mettent à sac des centaines de millions injectés dans les projets au détriment des populations vulnérables. À lundi prochain, plaise à Dieu. À lundi prochain, l'Algémo Narcisse, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, organise depuis ce matin un séminaire national consacré à la redynamisation de l'administration publique. La cérémonie a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, placé sous le thème « La décentralisation à l'heure de la Ve République ». Le coup d'envoi des travaux a été donné par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. À cette occasion, il invite vivement, sinon il a exprimé sa vive préoccupation à la fragilité de l'appareil administratif tout en réaffirmant l'importance du rôle de l'État en tant que garant de la sécurité, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Suivez un extrait du président sélectionné et proposé par Majloum Alphonsine. Cette réforme, une première dans l'histoire de notre pays, comme toute réforme majeure, elle ne sera pas facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi tous les acteurs concernés doivent se donner le temps pour réussir cette mutation, en saisir les avantages et corriger les failles. Tous les pays ayant choisi la décentralisation ont dû affronter les défis multiformes inhérents, prendre le temps nécessaire, trouver les ressources adéquates et franchir les entraves socio-culturelles dans le processus de sa mise en œuvre. La décentralisation est un choix constitutionnel, politique et stratégique. Elle répond aux aspirations profondes de nos populations. Gouverner à la base, gouverner au plus près, valoriser les potentialités locales, corriger les inégalités territoriales et renforcer l'unité nationale. La complémentarité entre l'État et les collectivités autonomes à travers la redéfinition de rôles respectifs pour une action publique plus cohérente et plus efficace.
Il faut dire qu'à cette occasion également, le Premier ministre, chef du gouvernement, Alamai Alina, a fait une communication au cours de laquelle il invite les participants à suivre avec attention et abnégation les échanges. Selon le Premier ministre, ce séminaire permettra une refondation de l'administration publique. Les propos du chef du gouvernement sont recueillis ici par Majloum Alphonsine. La décentralisation en tant que choix stratégique n'est pas un luxe, mais une exigence démocratique et une réponse concrète aux aspirations légitimes de nos populations à plus de participation, de transparence, d'équité dans la gestion des affaires publiques. Elle est un outil de paix, de stabilisation, de cohésion nationale. En rapprochant le pouvoir des citoyens, nous leur offrons la possibilité de participer activement à leur propre développement. Le rappel des objectifs globaux du séminaire, il est important que nous puissions les rappeler. D'ores et déjà, je salue l'organisation de ce séminaire qui vise, entre autres, à évaluer de manière critique l'état d'avancement du processus de décentralisation dans notre pays à travers un diagnostic clair et pertinent. Restons toujours dans les locaux du ministère des Affaires étrangères pour dire qu'à ce grand rendez-vous, les participants composés des sénateurs, des députés, des élus locaux, des administrateurs civils et militaires. Chaque entité souhaite de son côté que ces discours se traduisent dans les faits. Ceci pour mieux comprendre les réalités de leur population dans la mise en œuvre des pratiques politiques. Ils ont été interrogés par notre reporter Majloum Alphonsine. Mes impressions, ce sont les impressions de satisfaction. Et nous sommes tous réunis ici dans la salle au niveau du ministère des Affaires étrangères pour parler de la décentralisation pour le gouvernement de la 5e République. Je suis très satisfait pourquoi le message des chefs de l'État est plus clair et plus direct et en français facile. Il dit la décentralisation n'est plus un discours, il donne mandat, il délègue son pouvoir aux collectivités locales, autonomes, pour mettre en œuvre la décentralisation auprès de la population dans le développement économique et le développement durable pour notre pays. Pour que nous puissions vraiment arriver à une décentralisation effective, il a fallu beaucoup de temps. Et la chefferie avait toujours joué son rôle pour la réussite d'une décentralisation au Tchad. Et comme vous le savez, la décentralisation, c'est un processus. Et nous sommes une partie prenante dès le début et nous avons vraiment accompagné pour que la décentralisation ait lieu. De la ville de N'Djamena, rendons-nous à Pala pour dire qu'au milieu des motos et des véhicules qui sillonnent la ville de cette localité, une scène inhabituelle attire l'attention et suscite l'admiration. Ces deux jeunes filles qui manient la clé à molette et le tournevis avec passion. Allons découvrir ces jeunes filles dans la ville de Pala. Donc ce reportage est signé Nepidimbaï Diana. Elles sont garagistes, un métier traditionnellement masculin. Leur présence dans cet atelier mécanique familial est bien plus qu'une simple activité professionnelle. C'est un symbole fort de détermination, d'émancipation et d'innovation dans le paysage socio-économique de Pala. Les métiers de la mécanique automobile sont presque exclusivement exercés par les hommes. Pourtant, Sangnoudi, âgé de 14 ans, et Friola, 19 ans, ont choisi de défier ces normes. Depuis 2014, quand j'étais petite, je voyais mon papa travailler avec les autres et moi je me suis mis à travailler aussi. Les autres filles
se moquent de moi parce que dans la mécanique, il y a beaucoup de saleté. J'ai commencé depuis CP1. Les autres, ils viennent là, ils me disent de faire et les autres là, ils disent je ne touche pas. Les clients rencontrés témoignent de la qualité des services bien rendus avec professionnalisme par ces deux jeunes filles. C'est des petites qui se défendent. Elles font toujours de bon travail. Elles ont été bien formées par leur papa. C'est leur propre père même qui les a formées. Elles sont aussi des élèves. Mais moi, quand je viens souvent, c'est eux qui me réparent ma moto. Elles font très bien leur travail. Papa Frissa Faïdibé, comme l'appellent affectueusement les clients qui viennent réparer leur engin, s'est dit combler des progrès de ses enfants. Il appelle les autres filles à venir se faire former dans ce métier qui, par défaut, considéré comme activité des hommes. Je les appelle un matin. Je dis maintenant, la réussite, ce n'est pas seulement à l'école. Pour les jeunes, ils font la mécanique au salon avec moi. Et si à l'école, ils repartent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut lutter contre le mariage précoce. C'est ça, je les ramène à côté de moi pour qu'ils puissent travailler et ils ne soient pas attirés par les hommes. Aujourd'hui, Sangmoudi et Flora sont capables de diagnostiquer une panne, de réparer un moteur, de changer des pièces et de faire l'entretien des motos. Ces filles incarnent une nouvelle génération de femmes qui, loin de se laisser enfermer dans des rôles prédéfinis, prennent leur destin en main. Dans le tissu social de Pala, où les défis sociaux sont nombreux, les initiatives citoyennes des jeunes du quartier apportent du baume au cœur des populations. Parmi elles, l'association Bon Cœur se distingue par son engagement. Nepidimba et Diana, notre envoyé spécial, nous fait le point. Créée le 16 septembre 2023 par les jeunes souciés d'améliorer les conditions de vie dans les villes, l'association Bon Cœur s'est donnée pour mission principale d'incarner la solidarité et l'entraide. L'association intervient sur plusieurs fronts avec des projets qui n'attendent que de moments opportuns pour se concrétiser. Notre devise même, c'est amour, solidarité et paix. Donc, nous, on assiste souvent des personnes malades. Et on vient à l'hôpital avec des savons et quelquefois on vient aussi à la maison d'arrêt pour voir nos frères qui sont en prison, pour les donner également des réconforts moraux. Et on organise également des semaines de nettoyage. Dans nos projets, on veut avec le temps mettre sur pied une caisse pour pouvoir assister également les enfants de la rue, les enfants qui sont abandonnés, les apprendre aussi des métiers et tout ça. Et promouvoir également la culture et surtout la scolarité féminine. Les jeunes et les femmes de la dite association bénéficient en retour de leur engagement, le renforcement des capacités et comme toutes les associations, les difficultés n'en manquent pas. Les difficultés financières et puis la formation aussi. On n'a pas reçu beaucoup de la formation. Donc si nous avons des partenaires qui peuvent venir nous donner la formation, comment tenir les cahiers de comptes, comment vraiment s'organiser pour les épargnes et autres, si les gens peuvent venir nous donner cette formation, ça va vraiment nous aider parce que ça fait partie de nos difficultés. Malgré ces obstacles, l'association Bon Cœur de Pala incarne l'esprit de générosité et de solidarité qui anime de nombreuses communautés du pays. L'engagement citoyen peut faire une réelle différence dans la vie des plus démunis dans une société en voie de développement. Merci Nepidimba et Dianan. Dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, les jeunes et les femmes constituent une force de développement. Pour faciliter leur insertion sociale et leur plein épanouissement, les autorités administratives mettent les bouchées doubles. Elles encouragent l'entrepreneuriat et appuient les projets de développement de cette couche. Mistangar Victor, qui séjourne à Pala, a interrogé le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Suivez ce qu'il dit. En matière des femmes, les femmes d'ici, ils ont pris eux-mêmes les choses à bras le corps à travers leurs groupements. Nous avons mis des comités recueillir les doléances. Nous avons recueilli les doléances et nous avons envoyé l'acquis des droits. Et par rapport aux jeunes, récemment, tous ceux qui étaient ici à
dans le Mayo-Kébi, ceux qui ont fait le domaine scientifique, surtout dans le domaine de la santé, la plupart ont été intégrés à la fonction publique. Là, c'est déjà une avancée. Le reste, continuons à travailler. Et vous savez, la fonction publique ne peut pas contenir tout le monde. Et nous avons à plusieurs fois sensibilisé les jeunes, se basculer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, je pense que ça va les aider à sortir un peu, à bouger jusqu'à ce que on peut quand même petit à petit trouver leur intégration. Mais nous sommes là en train de les suivre, à plaider leur sort avec des jeunes. Je reçois chaque jour des jeunes ici par rapport à l'emploi. Et c'est pas du tout facile de rester, mais comme c'est une population qui est laboureuse, et après le champ, après l'école ou après la fin de leur scolarité, certains reviennent encore pour les travaux champêtres. Ça continue comme ça, mais nous allons faire tout pour, avec le projet du maréchal, à sortir cette province de l'ornière. Toujours en société, dans la province du Mayo-Kébi Ouest, revenons ici à N'Djamena pour dire que le commerce est une activité très essentielle qui stimule l'économie d'un pays, l'autonomisation des femmes tout en leur permettant de subvenir à leurs besoins. Les femmes vendeuses éprouvent tous les jours des difficultés pour trouver un espace afin d'écouler leurs produits à cause des malentendus entre ces dernières et les agents de la municipalité. Voici le regard de Ranodje Sonia. Une scène désormais familière, des altercations éclatent fréquemment entre les femmes vendeuses du marché des Dembé et les agents de la municipalité. À l'origine de cette friction, l'interdiction formelle d'occuper les trottoirs, les abords des routes et les autres espaces publics considérés comme non conformes aux règles d'urbanisme. Un agent municipal interrogé sur place justifie cette rigueur par la nécessité d'assurer la salubrité, l'ordre et la sécurité des usagers. Une note circulaire émanant de la mairie renforce d'ailleurs cette interdiction en ordonnant le déguerpissement pur et simple des commerçants occupant illégalement l'espace public. Toutefois, ces mesures n'ont été accompagnées d'aucune proposition concrète d'alternative et de relocalisation. Ces vides structurels plongent les femmes concernées dans un profond désarroi. Ces cris de colère se mêlent aux larmes, traduisant une impuissance face à ce qu'elles perçoivent comme une injustice institutionnelle. Nous n'avons pas la tranquillité ici au marché de Dembé. Surtout, sous le soleil, sous la pluie, nous nous battons pour notre pain quotidien. Mais les agents municipaux nous empêchent de pratiquer notre commerce. Ils nous harcèlent pour payer les tickets. Ils arrachent même nos marchandises posées sur la tête. Ils prennent tout ce que nous avons, sans se soucier que nous avons des bébés au dos. Je me demande s'il y a des autorités dans ce pays. Le problème des agents municipaux de nos jours dépasse l'entendement. La vie est dure. Nos parents, nos enfants et nous-mêmes souffrons. On ne nous octroie pas des places, mais on nous chasse dès que nous installons nos marchandises. Ils arrivent des fois où ils confisquent nos marchandises et nous venons retirer en payant une somme de 2000 francs, 3000 francs. Nous avons besoin qu'on nous attribue les places. Nous n'avons pas la tranquillité. Certaines femmes dénoncent le zèle excessif de certains agents municipaux qui, selon elles, confisquent et détruisent sans ménagement leurs produits, compromettant leur unique source de revenus. Face à l'insuffisante clientèle de places disponibles à l'intérieur du marché, ces commerçantes appellent à un dialogue responsable avec la mairie. Elles demandent l'implication du gouvernement dans la recherche de solutions structurelles, notamment la création d'espaces marchands sécurisés et adaptés. La gestion des espaces urbains, notamment dans les marchés publics, ne peut être efficace si elle conjugue rigueur administrative et sensibilité sociale. Dans cette perspective, le cas du marché des Dembé interpelle sur la nécessité d'une gouvernance locale plus inclusive, capable d'offrir aux citoyens les plus vulnérables des conditions de travail dignes.
Le cercueil s'impose de nos jours comme un élément incontournable des pratiques funérailles. Ce rituel d'inhumation dans de nombreuses communautés a pris d'autres formes, fruits d'influences religieuses et de la modernisation sociale. Son usage s'est généralisé, donnant ainsi naissance à un véritable marché juteux dans la capitale. Moulin Evelyne nous en dit un peu plus. L'usage du cercueil, tel qu'il est couramment observé aujourd'hui, ne révèle pas d'une tradition ancestrale pour de nombreuses communautés. Historiquement, les rites funéraires varient selon les groupes ethniques et s'articulent souvent autour d'une inhumation directe, d'un enveloppement dans un linceul ou encore de la mise en terre dans des jarres, comme en témoignent les découvertes archéologiques liées à la civilisation des Sao. Ces pratiques répondent à une vision cosmologique propre à chaque communauté. C'est sous l'influence conjuguée des religions ainsi que par effet de la modernisation sociale et de l'occidentalisation des mœurs que le cercueil a progressivement trouvé sa place dans les rituels funéraires tchadiens. Il est aujourd'hui perçu comme un symbole de respect, de dignité et d'honneur rendu aux défunts. Dans les centres urbains tels que N'Djamena, cette évolution a donné naissance à une véritable activité économique. La fabrication et la commercialisation du cercueil. Plusieurs ateliers de menuiserie s'y sont spécialisés, proposant une offre diversifiée adaptée à tous les budgets. Face à l'urgence que représente un décès, certains artisans ont même innové en proposant des cercueils prêts à emporter, réduisant ainsi les délais d'attente autrefois liés aux commandes sur mesure. Ce pragmatisme répond à un besoin pressant dans un contexte où les funérailles doivent être organisées dans un laps de temps, conformément aux exigences sociales et religieuses. Toutefois, cette activité n'est pas exempte de controverses. La visibilité des cercueils exposés à l'entrée des ateliers suscite parfois malaise et rejet. Certains y voient une forme de banalisation de la mort, un rappel permanent de notre finitude, voire un commerce indélicat. Les vendeurs eux-mêmes témoignent des regards parfois lourds, de moqueries ou d'injures, comme si leur métier, pourtant essentiel, se situait aux marges de l'acceptable. Pourtant, derrière cette perception ambivalente, la vente de cercueils rend un service fondamental à la société. Elle permet aux familles dans un moment de grande détresse d'organiser dignement les obsèques de leurs proches. Elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation des rites en phase avec les normes urbaines actuelles tout en contribuant à l'économie locale. Ainsi, le cercueil n'est pas enraciné dans toutes les traditions tchadiennes, il est devenu au fil du temps un objet socialement intégré, voire incontournable. Sa commercialisation bien qu'éminente, délicate, incarne à la fois la transformation de nos rapports à la mort et l'adaptation de notre société aux exigences du monde contemporain. De la politique à la société, parlons santé et merci de continuer de suivre cette édition. L'Institut de recherche en élevage pour le développement joue un rôle crucial dans le développement rural. Il améliore les conditions de vie des populations au Tchad, notamment en milieu agro-pastoral. Quelles sont donc les réactions, sinon les actions entreprises par l'IRED et les défis à relever au sein de la dite institution? La réponse avec Roselyne Diecourbois dans ce reportage. L'Institut de recherche en élevage pour le développement est créé dans un contexte de développement rural, de modernisation de l'élevage et de lutte contre les maladies animales. Cette création fait suite également à la dissolution de l'ancien laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farsha qui a daté de l'époque coloniale. Quel est l'apport de cette nouvelle institution, dite l'IRED, au sein de la population et dans le secteur agro-pastoral? Abakar Namidou, responsable du laboratoire de microbiologie alimentaire, répond. L'IRED, comme vous avez entendu, c'est un institut de recherche en élevage pour le développement. Donc nous faisons de la recherche, nous faisons des diagnostics, nous produisons des vaccins contre les maladies animales. La période de production des vaccins a chuté à cause des conflits qu'a connu le pays et des crises financières. La période où on produisait 20 vaccins, c'était déjà la période, je peux me dire ainsi, une période après la période coloniale. Les vaccins étaient pratiquement une vingtaine. Mais avec les conflits, les guerres que le Tchad a connues, il y a eu des interruptions. Et après ces interruptions, il y a eu des dégâts. Donc voilà, ça fait régresser un peu la production des vaccins. La visite du président de la République pour s'imprégner de la réalité a eu des impacts, poursuit-il. Le président est arrivé
il est venu, comme il est en train de faire dans les autres ministères, il est venu de façon inopinée. Mais alhamdulillah, il a retrouvé les hommes et les femmes en place en train de travailler. Et donc, il s'est imprégné des réalités qui sont sur le terrain. Et donc, il a bénéficié d'un exposé avec la direction générale. La question de l'occupation anarchique de l'espace de l'IRED n'est pas perdue de vue par le président de la République lors de son passage dans cette institution. C'est des individus qui ont occupé les villas de l'IRED et ça, c'était depuis des années. Inch'Allah, à l'arrivée du chef de l'État, il a été informé de l'occupation illégale de ces villas et séance tenante, le président a ordonné à donner l'ordre pour que ces villas soient rapidement évacuées. Pour rappel, 3 types de vaccins sont fabriqués à nos jours. Le vaccin qui est actuellement fabriqué sur place, c'est contre la passerolose, le charbon bactérien et le charbon symptomatique. Voilà pour le moment, c'est les 3 types de vaccins qui sont fabriqués. Mais il y a le vaccin contre la rage aussi qui devrait être fabriqué, mais pour le moment, on ne le fabrique pas sur place. De par ces services au sein de la population tchadienne, admettons qu'au fournir un cadre scientifique et technique pour appuyer le développement de l'élevage au Tchad à travers la recherche, la formation et le transfert des technologies et l'objectif spécifique de l'IRED. Avant-dernier élément, le gouvernement et ses partenaires ont signé un protocole d'accord 2025-2027. C'était ce matin dans un hôtel de la place ici même à N'Djamena. Cet accord s'inscrit dans le cadre de renforcement de la vaccination de routine dans les 16 provinces du Tchad. La cérémonie a vu la présence de quelques membres du gouvernement, une forte délégation du ministère de la Santé publique et les médecins venus des provinces. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Alamay Alina, qui a ouvert ces assises. Ses propos ont été recueilli par Yaki Lydia. La vaccination est l'un des moyens le plus sûr et le plus efficace pour prévenir les maladies. Nous avons donc le devoir moral et la responsabilité politique d'agir. Il ne s'agit nullement d'atteindre des cibles ou de remplir des indicateurs. Il s'agit de sauver des vies, de rassurer une mère et d'assurer un avenir paisible à la génération future. Ce protocole d'accord traduit pleinement la vision d'un Tchad nouveau et ambitieux porté par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, où l'investissement dans le capital humain constitue le principal levier de notre gouvernance et de notre transformation. Il s'inscrit également dans le prolongement de la stratégie nationale de vaccination 2025-2030, alignée sur l'agenda mondial pour la vaccination à l'horizon 2030 et les principes directeurs de la future stratégie Gavi 6.0. La vaccination des enfants est une priorité nationale. Autrefois, nos cultures et nos traditions étaient sacrées et valorisées par nos ancêtres. Elles se transmettaient de génération en génération, mais de nos jours, la jeunesse s'intéresse de moins en moins à la tradition et se base beaucoup sur des cultures occidentales. On fait le point avec Frida Ketem Allo. Il est vrai que de nombreux jeunes Tchadiens semblent se désintéresser de leur propre culture au profit de celle de l'Occidentaux. C'est une tendance observée dans plusieurs pays en développement. Pour certains jeunes Tchadiens, leur culture africaine est perçue de démodée et que celle des Occidentaux est associée à la tendance et à la mode. Mais le comédien dramaturge vendeur d'Orsoman nous donne plus de raisons de ce désintéressement et les conséquences qui en suivent. Les gens ont perdu des repères vu des situations que nous avons vécues au Tchad. Surtout les événements que nous avons connus, surtout les guerres, ont fait en sorte qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés dans tous les sens, et puis il y a des communautés qui ont fini par s'éparpiller, et puis le fait
de pouvoir faire l'école. Certains pensent qu'en étant à l'école, ils sont devenus quelqu'un d'autre, ils oublient leurs racines, ils n'envoient plus leurs enfants au village, et ils n'arrivent pas à pouvoir les amener à connaître la réalité de leur terroir. Il y a des villages qui risquent de disparaître dans ces contextes-là. Et ça, nous sommes en train d'aller vers un pays qui va se perdre, qui n'aura pas de repères, qui n'aura pas d'histoire. Et nos cultures, c'est ça notre richesse, c'est ça nos valeurs que nous devons d'abord prioriser. Et c'est une question de politique nationale. Il ajoute qu'il faudrait engager des discussions avec ces jeunes sur l'importance de leur culture et les impliquer à valoriser cette culture, et ce avec le soutien du ministère de tutelle. Quand tu joues le tam-tam, il y en a qui passent, ils trouvent ça comme si c'était rien du tout. Alors, dans quelque part, nous on les voit, on se dit, celui-là, lui-là, il est perdu. Il est perdu. Parce qu'un jour, il va se retrouver en face des autres qui sont en train de parler de leur danse, de leur culture, de leur tradition. Il n'est pas capable de pouvoir s'exhiber et dire quelle est la danse de sa terroir ou de son ethnie. Et c'est dommage. Il est essentiel d'adopter une approche procréative et innovante pour que la culture tchadienne puisse rivaliser avec les influences occidentales et que les jeunes puissent avoir un équilibre culturel. Sinon, au rendez-vous du donner et du recevoir, cette jeunesse n'aura rien à présenter. C'est avec la voix de Frida Ketem Allo que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs de la radio Electron FM de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Au revoir et à demain. La vision du futur.